On poursuit notre étude du langage Python. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler du type set. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un set? Au même titre que les listes ou les tuples, on est en train de parler d'une collection particulière. Par contre, la différence, c'est que dans un set, une même valeur ne peut pas être présente plusieurs fois, contrairement à une liste ou à un tuple. Regardez, pour bien comprendre ça, je vais reprendre PyCharm et on va commencer par quelques petits exemples simples. Je crée une liste. Imaginons 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30 et 40. Si je demande la nature de la chose que je viens de créer, on est bien d'accord, on a des crochets. Donc, qui dit crochet dit liste. Donc, on a bien une liste. Et si je fais un len de L, on a 10 informations. D'accord. Et certaines de ces informations, en vérité, sont présentes plusieurs fois. Le meilleur moyen pour le tester, c'est, rappelez-vous, on a la méthode count. Si je fais un L.count de 20, 20 y est présent 3 fois. Une fois là et une fois ici. Très bien. Bon, ça, c'était une liste. On avait vu, si on fait t égale et qu'on met des parenthèses à la place des crochets, on avait un tuple. Bon, c'est la même chose. Si là, je remets des valeurs plusieurs fois, mon tuple, regardez, si je demande type de t, on a bien affaire à un tuple. Et donc, si je demande la longueur de mon tuple, effectivement, j'ai bien 10 éléments. Et donc, certains éléments, ils sont présents plusieurs fois. D'accord. Si je fais t crochet de 0 pour avoir le premier élément, j'ai bien 10. Si je fais t crochet de 3, j'ai encore une fois 10. Bon, si je crée maintenant un set, je vais éviter les doublons de valeurs. Alors, comme les parenthèses et les crochets étaient déjà utilisés pour définir d'autres types de collections, il a fallu trouver une nouvelle syntaxe. La syntaxe qui a été retenue, c'est des accolades ouvrantes, accolades fermantes. Ici, j'ai mis plusieurs valeurs, les unes après les autres, sauf qu'il y a bien mes doublons de valeurs qui sont présents. Lui, c'est pas grave. Il a réussi quand même, Python a réussi à me créer une collection de type set. Regardez, si je fais un type sur S, on a bien la classe set qui est considérée comme étant le type. Maintenant, si je fais un len de S, au lieu d'avoir 10 valeurs avec des doublons, en vérité, on n'en a plus que 4. Pourquoi? Parce que 10 y était 3 fois, pareil pour 20, pareil pour 30, et puis on avait 40. D'accord. Donc les doublons ayant été évacués, il ne nous reste plus que ces 4 valeurs, 10, 20, 30, 40. Impeccable. Si j'affiche mon S, regardez, j'ai bien les 4 valeurs qui sont présents au niveau de la collection. Donc les doublons ont été supprimés. Bien entendu, la classe set, ça ressemblerait plus à une liste qu'à un tuple. Pour rappel, le tuple est non modifiable. La liste, elle l'est. C'est pareil pour un set. Vous pouvez ajouter en cours de route des nouvelles valeurs dans le set. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu dans un tuto précédent que sur la liste, pour ajouter un élément dans la liste, on pouvait notamment utiliser la méthode append. Tiens, je me dis, allez, je vais essayer. Pourquoi pas? J'ajoute 50. Là, on s'aperçoit qu'on a une petite déconvenue. Et on pouvait en avoir une petite intuition avec ce qui est affiché juste au-dessus. Pourquoi il n'y a pas de méthode append au niveau de cette classe set? Tout simplement parce que vos sets ils peuvent être relativement conséquents. On pourrait imaginer des collections avec des millions d'éléments dedans, des millions de valeurs différentes. Du coup, l'idée, c'est qu'on puisse savoir si une information est déjà dans la collection ou pas, pour l'insérer ou non, mais le plus rapidement possible. Et donc, pour ce faire, le set, il organise ses données à sa manière. Je ne sais pas si vous aviez bien fait attention, mais regardez, quand j'ai créé mon set, j'ai mis 10, 20, 30, il y avait des doublons de valeurs, je vous l'accorde, et le 40, lui, apparaissait à la fin. Or, quand j'affiche mon set, le 40, il est passé en tête. D'accord. C'est tout simplement que le système a organisé les données à sa manière. Et encore, on a de la chance d'avoir le 10, le 20 et le 30 là qui se suivent, parce que c'est même pas forcément garanti. D'accord. Alors que sur ce jeu de valeurs-là, oui, c'est garanti, mais dès lors que vous insérerez d'autres valeurs, elles pourront être en plein milieu de celle-ci. D'accord. Par derrière, vous avez un système, vous avez un algorithme, c'est du hashcoding avec une fonction d'adressage dispersé. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, voilà, on a un algorithme qui permet de garantir qu'en temps
constant, c'est ça qui est le plus fou dans l'histoire, en temps constant, on est capable de savoir si une clé est présente ou pas dans la collection. Mais du coup, il n'y a plus de notion d'ordre. Et comme append, c'était j'ajoute à la fin, ça laissait quand même présager qu'il y avait une notion d'ordre si on avait eu cette méthode-là. Donc, c'est pas qu'ils l'ont supprimé. En vérité, ils l'ont renommé pour que sémantiquement parlant, ça parle un petit peu mieux. Et donc, en vérité, la méthode que je cherche à invoquer sur un set, elle s'appelle add. Et donc, pourquoi pas, je cherche à ajouter une nouvelle valeur. Comme cette valeur n'était pas présente dans la collection, si je fais un len de s, je vais constater qu'elle a été ajoutée. Et donc, j'ai bien mon 50 maintenant dans la collection. Et là, vous voyez, là, c'est bien, parce que du coup, le 50, il se retrouve en plein milieu. D'accord? Donc, pourquoi il est là? On fait confiance à l'algorithme qui est caché derrière le set pour organiser les données. C'est son taf, c'est pas le nôtre. Mais vous, par contre, vous ne pouvez pas présager de l'ordre. Et comme on ne peut pas présager de l'ordre, c'est lourd de conséquences. Si sur un set, vous demandez l'information à la position 0, en espérant récupérer la première donnée présente dans la collection, pourquoi pas 40, vous allez vous apercevoir qu'il y a une petite déconvenue. Là, ça ne marche pas. Il vous dit que la classe set ne permet pas de pouvoir récupérer un élément à une position donnée. Parce que la notion de position n'a pas de sens à proprement parler. Alors, ok, on a un set, on peut y mettre des données, on peut même les enrichir à tout moment. Mais alors la question, c'est comment on fait pour l'exploiter, pour manipuler les données qu'il y a dedans. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux solutions classiques. Première solution, vous faites tout simplement un parcours. Regardez, for value in S. Et je print ma value. Bon, effectivement, j'ai bien réussi à parcourir toutes les données présentes dans ma collection. La deuxième solution, elle passerait par l'utilisation d'un opérateur. Il y a l'opérateur in. En vérité, cet opérateur in, il aurait même déjà marché sur les listes ou sur les tuples. Dans les faits, si on y réfléchit, il existerait déjà aussi, regardez, je réaffiche ma liste. Est-ce que 10, il est in la liste? Oui. Est-ce que 60, il est in ma liste? Eh bien non. D'accord? C'est pareil pour les tuples. Si je fais la même chose sur un tuple, je n'avais pas de valeur 60, mais par contre, j'avais bien ma valeur 10 sur le tuple qu'on avait créé. Je vous rappelle, le tuple était ici. Donc du coup, le in, en vérité, il existe sur d'autres types de collections, mais disons que sur la liste ou sur le tuple, il n'est pas forcément intéressant. C'est pour ça aussi que je ne vous en avais pas trop parlé jusqu'à présent. Parce que le problème, c'est que si vous avez une très 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 grande liste, le in, il va être obligé de tout scanner avant de vous dire oui ou non si c'est présent ou pas. En tout cas, s'il n'est pas présent, il sera allé jusqu'au bout de la liste. Et si vous avez 1 million d'éléments, ça va vous coûter très cher en termes de temps de recherche. Alors que sur un set, comme on a ce fameux algorithme de hashcoding, c'est beaucoup plus efficace et donc c'est en gros le seul moyen que vous ayez de savoir si une valeur est dans la collection ou pas. Regardez, je fais 50, est-ce qu'il est in le set? Excusez-moi. Est-ce qu'il est in le set? Oui. Et est-ce que 70, il est in le set? Eh bien non, cette valeur n'était pas présente dans ma collection. Bon, du coup, un set, ça permet de faire quoi? Ça permet de garantir qu'il n'y a pas de doublons dans une collection, tout simplement. Quand c'est qu'on s'en sert, quand on a ce besoin. Et après, il faut trouver des scénarios où ça pourrait arriver. J'en ai un en tête. Imaginez, vous avez écrit un script Python que vous voulez démarrer en mode ligne de commande. D'accord? Pour ce faire, vous avez peut-être importé le module 6. Sur le module 6, il y a un tableau, il y a une liste qui est déjà prête à l'emploi. En vérité, celle-ci, elle est créée par le système. Regardez, je vais l'afficher. Elle s'appelle 6.argv. C'est les argument values, les valeurs d'arguments qui sont passées à mon programme. Regardez, pour le moment, je m'arrête là. Je me mets en mode terminal. Je lance un programme Python, mon programme Python. Effectivement, je récupère bien une liste. D'accord. Pour le moment, il n'y a qu'une seule information, c'est le nom de l'exécutable, c'est le nom du script que vous avez passé à ce niveau-là. Mais si jamais, après, on imagine, vous mettez des options. Vous savez, il y a plein de programmes où des fois on peut passer des options sur la ligne de commande. Là, on va imaginer, on peut mettre une option -A, on peut passer une option -O, imaginons, ou une option -F. Et on va envisager qu'on ne puisse pas avoir de doublon de valeur, mais néanmoins, si quelqu'un les tape, qu'on gère cette problématique-là. Mais on voudrait à terme qu'il n'y ait qu'une seule fois -O. D'accord? Bon, si je lance mon programme tel quel, on est OK, on a une liste. Cette liste contient plusieurs fois
une option donnée. Et donc la question ce serait, mais comment réduire cette liste à juste le strict minimum pour savoir si oui ou non une option après serait déjà présente. Imaginez, on peut aussi avoir le -h pour l'help. Allez, je vais travailler à savoir si help est présent dans mon set, mais surtout ce que je veux, c'est enlever les doublons au niveau du -, voire même au niveau du -a, pourquoi pas. Donc voilà, je vais lancer mon script avec toutes ces options-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est transformer ma liste en un set. Alors, je pourrais créer un set à vide et après faire une boucle pour pousser toutes les valeurs dans le set en faisant des adds. Ça pourrait marcher. Allez, à la rigueur, je m'y amuse, regardez. C'est pas très malin, mais je le fais quand même. J'ai un set vide, d'accord, et à partir de là, je fais un for value in 6.argv. Et ce que je fais, c'est que je fais un s.add de ma value. Quand j'ai fini, je print le set. Pourquoi pas? Bon, normalement, j'ai évacué les doublons. Pourquoi? Ah oui, alors, il y a une petite astuce là, ça c'est une chose qu'il faudra que je vous parle un petit peu plus tard. Mais quand il n'y a pas de data, d'accord, en vérité, on n'est pas typé 7. Regardez, je peux vous le montrer ici, je n'ai pas pensé à ça. Petite erreur de ma part. Regardez, là je fais ça. Et maintenant, je demande le type de S. Là, il ne me dit pas que c'est un set, il me dit que c'est un dictionnaire. Je n'avais pas pensé à ce point de détail. Mais effectivement, les accolades servent à deux collections différentes. Ça tombe bien, les dictionnaires, c'est ce que je m'apprête à voir. Regardez, je retourne sur mon site au niveau du langage Python, je demande le tuto. Et donc, les dictionnaires, c'est ce dont on va parler juste après le chapitre en cours. Donc, ça tombe bien, on y arrive. Mais comme les deux syntaxes utilisent les accolades, il fallait trancher quand on ne met que des accolades sur un type ou sur l'autre. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'avais pas eu un set, j'avais eu un dictionnaire. Je règle mon problème comme ça, regardez. Je crée un set à vide. Là, je passe par le constructeur de la classe. Ça me permet de construire mon set. Cette fois-ci, tout va bien marcher. Regardez, je relance mon programme. D'accord? Ça a fonctionné. Et ce qui se passe, c'est qu'on a bien enlevé les doublons. J'ai bien perdu une fois le A et une fois le O parce qu'ils étaient en doublon. Bon, ce qui nous embête, c'est qu'on a le nom du script en plein milieu. D'accord? Donc il y aurait eu une autre solution pour faire ça. D'accord? Même là, pour le nom du script, j'aurais pu faire ça, regardez. On en a parlé les fois précédentes, donc maintenant ça doit vous toucher quelques mots, mais on peut mettre une slice sur la liste, et je dis que je commence à la position 1 jusqu'à la fin. Je fais une extraction de sous-liste. Comme ça, je ne considère pas la première chaîne qui est ici, elle va être purement et simplement ignorée. Regardez, je relance le script, ça marchait très bien, j'ai enlevé le premier élément. Il ne me reste plus que les options qui étaient passées sur la ligne de commande. Ça, c'est très bien. Au lieu de faire ça, il y a vraiment beaucoup plus simple, d'accord, que ces lignes-là. Allez, je vais tout commenter ce bloc-là. Voilà. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est S égale, je construis un set, mais je passe par ma collection 6.argv. Et en gros, cette ligne-là, ça fait tout ça. D'accord, ça va me recréer un nouveau set en réinjectant toutes les données qu'il y avait là dans le set. Si je veux perdre le premier paramètre qui correspond au nom du script, éventuellement, il me suffit simplement de prendre une slice sur ma liste pour ne considérer qu'une sous-partie. Une fois que j'ai fait ça, si je refais un print de S, c'est gagné, normalement, j'ai enlevé mes doublons. Alors, je dois avoir une petite bêtise quelque part. Mon set est déclaré ici. J'ai pris... Ah oui, c'est normal. Je l'ai lancé là en faisant un bouton droit et run as comme ça. Donc il n'y avait aucun paramètre de passé. C'est complètement logique. Ce qu'il faut, c'est que je le fasse de cette manière-là. Et là, si j'ai bien mes arguments sur la ligne de commande, du coup, mes arguments sont correctement traités. Et donc après, si on voulait par exemple savoir si l'option "-h" était présente, regardez, je fais usage égale, je mets une chaîne multiligne. Vous vous rappelez de cette syntaxe-là? On l'avait vu dans le chapitre dédié aux chaînes de caractères. À partir de là, on imagine qu'on affiche l'usage de la commande.
Voilà, donc on dit que c'est Python sur le script setSample.py, pourquoi pas. Et puis on imagine qu'après, il peut y avoir une ou plusieurs options. Voilà. Souvent dans les usages de commandes, quand on met point, c'est pour préciser qu'on peut accepter plusieurs éléments de cette nature-là. Et donc on a des options. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est un anti/t. Ça, c'est pour avoir une petite tabulation dans mon usage de la commande. D'accord. Et puis après, vous allez reprendre chacune des options et puis vous allez dire à quoi elle correspond. Cette option, allez, je vais mettre une tabulation pour bien écarter les choses. Voilà, ce sera joli comme ça. Et là, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Donc vous racontez votre vie et puis après, vous pouvez faire pareil pour toutes les autres options supportées par l'application. D'accord. Donc on dit qu'il y avait le -a, le -h affiche l'aide de la commande. Voilà, puis après vous rajoutez les autres options avec blablabla, blablabla. Vous trouverez bien des idées à rajouter à ce niveau-là. Donc on avait ça et on avait le -f. Pourquoi pas. Et après, ce que vous pouvez faire ici, c'est si... Alors, S, c'était peut-être pas un joli nom. Je vais l'appeler plutôt Options. Ça serait plus joli. Regardez, je vais changer un petit peu mon code. Et si la chaîne de caractères -h pour afficher l'aide, elle est in mes options, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais un print de mon usage. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, après, j'ai plus qu'à sortir du programme. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'imagine la suite. Ici, pourquoi pas? Bon, regardez, si je lance le programme ainsi, comme j'ai mis l'option -h, ça m'affiche l'aide de la commande. Si par contre, je retire l'option -h, j'ai... travailler mes paramètres, mais par contre, aucune information d'aide en ligne n'est affichée. Alors, au passage, j'en profite par rapport à ma petite erreur de tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai fait bouton droit et j'ai fait run comme ça. Bon, là, il n'y a pas de collection, donc il me dit que mon set est vide. D'accord. Mais ça, on peut le contrôler. C'est-à-dire que ici, quand vous avez le script de démarrage, d'accord, si vous allez éditer la configuration à ce niveau-là, et si vous regardez ici, vous pouvez passer des paramètres à votre ligne de commande. Et donc là, si je fais -h, par exemple, cette fois-ci, j'aurai une option qui va être passée. Donc, le système m'affiche bien l'usage de ma commande. Donc voilà, si par exemple ici, je souhaitais donc enlever des doublons sur des options que la personne aurait pu taper par erreur, le moyen le plus simple que j'ai à ma disposition, pourquoi pas, ce serait d'utiliser un set qui me permet de gérer cette problématique. Voilà. Bon, après, bien entendu, il y a plein de méthodes qui existent au niveau du set. Si vous faites un dir de set, d'accord, à l'instar de ce qu'on avait pu voir sur les autres collections, vous avez tout un ensemble de méthodes ici qui commencent par des doubles underscores et qui se terminent par des doubles underscores. Ces méthodes-là, pour le moment, je vais les ignorer. Il nous manque pas mal d'éléments de syntaxe à notre connaissance pour pouvoir correctement appréhender l'étude de ces choses-là. On en reparlera ultérieurement, vous inquiétez pas. Par contre, pour le moment, on va considérer, je vais dire les méthodes avec des noms relativement simples. Voilà, et donc ça vous donne quelques méthodes possibles. Bien entendu, si à un moment donné, vous ne savez pas à quoi correspond une méthode, je prends par exemple le clear, vous dites tiens, mais que fait le clear? Au pire, vous faites help, vous tapez self, le nom de la méthode qui vous intéresse, et normalement, vous avez l'aide, non, self, n'importe quoi. Excusez-moi, vous tapez set, je vais y arriver. Vous tapez set.clear sur le nom de la méthode que vous voulez afficher, vous avez la documentation qui vous est proposée. Donc n'hésitez pas à demander les documentations de toutes les méthodes. C'est comme ça qu'on apprend, c'est au fur et à mesure qu'on avance, on va un peu les regarder. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré comment ajouter une valeur. Mais on pourrait supprimer une valeur du set. D'accord? Remove, c'est une méthode qui me permet de supprimer des valeurs de mon set. Regardez, je fais S qui est égal à 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40. Voilà, 50. Bon. On sait qu'on a réduit notre set, il ne reste plus que les valeurs sont doublons. Très bien. Maintenant, je fais un s.add. J'ajoute 25. Pourquoi pas.
dans mon set, maintenant j'ai bien une nouvelle valeur qui a été insérée. Si jamais j'essaye de retirer cette valeur, du coup je reviens à mon état initial. La valeur a été supprimée du set. D'accord, je peux par exemple aussi supprimer la valeur 10. Bon, il ne me restera plus que les valeurs qu'on avait sous les yeux il y a quelques minutes. Bon, allez, je vais retaper S, voilà. Et donc vous avez les valeurs ici qui s'affichent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à consulter un petit peu la documentation sur toutes les méthodes qui vous sont proposées. Ça permet de petit à petit de monter en compétence sur ces sujets-là. Bon, voilà qui clôt ce que je peux vous montrer au niveau du set. D'accord. Bon, tout ce que je vous ai montré, vous retrouverez tout de toute façon au niveau du site. Et puis, au niveau de chaque chapitre, normalement, il y a des exercices. Donc, n'hésitez pas à jouer les exercices pour s'entraîner à manipuler vos ensembles. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu et à faire des partages. C'est très très utile. Merci par avance. Et puis, on se retrouve très rapidement pour le prochain chapitre. La prochaine fois, on va parler de ces fameux dictionnaires. Donc j'ai commencé un petit peu à vous parler tout à l'heure. Il va falloir rentrer dans les détails. Voilà. Bon, à bientôt. Bye. Merci de votre attention.